Donc on vous présente aujourd'hui avec Chantal Crène une étude qu'on a menée et qui a été financée donc, par la chaire Diaspora africaine et que nous avons menée pendant l'année 2020, sachant qu'on avait déjà commencé à travailler avant hein, sur le thème des mineurs non accompagnés, particulièrement originaires d'Afrique subsaharienne, en Gironde. Donc on a effectué cette étude en 2019-2020, mais c'est basé aussi sur des données d'enquête un petit peu antérieures également. Ah, je ne peux pas passer mes diapos. Ah si, pardon. Alors, un petit point pour présenter les mineurs non accompagnés que vous connaissez peut-être parce que c'est un sujet dont on parle beaucoup ces dernières années. Qu'est-ce qu'un mineur non accompagné? Alors, bon, on a mis une définition assez générale. Donc, un mineur non accompagné, c'est une personne de moins de 18 ans, donc une personne mineure, hein, qui se trouve en dehors de son pays d'origine, sans être accompagnée d'un titulaire ou d'une personne qui exerce l'autorité parentale. Donc, c'est un jeune qui a migré, alors pas forcément seul, mais en tout cas qui n'est pas accompagné de l'un de ses parents ou d'un titulaire de l'autorité parentale. En ce qui concerne le cadre juridique et réglementaire, il y a plusieurs textes hein, qui régissent la condition sociale et administrative des mineurs non accompagnés aujourd'hui en France. On peut se référer déjà à la Convention internationale des droits de l'enfant, la Convention CID, dont vous avez toutes et tous entendu parler il n'y a pas très longtemps, puisqu'on a fêté son anniversaire hein, il y a 2 ans. Donc Convention CID qui est transposée dans un certain nombre d'articles ici du Code de l'action sociale et des familles. Il est notamment stipulé dans ces articles que tout mineur étranger a droit à une protection dès son arrivée sur le territoire français. Alors ça pose un certain nombre de questions parce qu'on voit en observant ce qui se passe sur le terrain que ces droits ne sont pas toujours respectés, mais en tout cas, normalement, légalement en tout cas, tout mineur étranger a droit à une protection dès son arrivée. Et surtout, ce qu'il faut retenir, c'est que les mineurs en France ne sont pas soumis aux mêmes règles de séjour que les étrangers. C'est-à-dire que même s'il s'agit de mineurs étrangers, de nationalité étrangère, c'est la minorité qui prime sur le fait d'être étranger, de nationalité étrangère. Donc il y a des règles sensiblement différentes, normalement, qui devraient s'appliquer à eux. La protection des MNA, donc des mineurs non accompagnés, se fonde sur celle de l'enfance en danger, qui est applicable à tout mineur en danger sans distinction de nationalité, sans condition de nationalité. C'est-à-dire qu'encore une fois, hein, ce qui prime, c'est le caractère de la minorité, le caractère de l'enfance, et ça prime sur le caractère de la nationalité étrangère. Alors du point de vue du droit toujours, en France, les mineurs non accompagnés relèvent de la protection de l'enfance, donc de l'aide sociale à l'enfance, qui est l'ASE, qui est la compétence, qui relève de la compétence des départements. Donc chaque département, alors même s'il y a effectivement des règles nationales qui s'imposent, chaque département va décider de l'évaluation, enfin va organiser l'évaluation de la minorité et de l'isolement des jeunes qui se présentent comme MNA sur leur propre département, sur leur propre territoire. Alors, même s'il y a une réglementation nationale, des dispositions spécifiques existent, elles ont été mises en place progressivement. Notamment, on peut faire référence notamment à la circulaire du ministère de la Justice du 31 mai 2013, qui sont dénommées la circulaire Taubira et qui porte spécifiquement sur les mineurs non accompagnés, notamment sur la répartition sur le territoire national et également sur les conditions de l'évaluation qui concernent justement la question de l'âge et de l'isolement. Alors je ne vais pas entrer dans les détails, mais simplement pour souligner qu'il y a une très grande complexité hein, dans la détermination de cet âge. Donc est-ce que le jeune a effectivement moins de 18 ans ou pas? Grande complexité parce que souvent les jeunes n'arrivent pas forcément avec des papiers d'identité. Et même lorsqu'ils ont des papiers d'identité et qu'ils les présentent aux autorités administratives, bien souvent ces papiers d'identité ne sont pas considérés comme valables par les autorités françaises. L'autorité française qui part du principe que ces papiers justement ont pu être falsifiés, ont pu être achetés,
soit dans les pays d'origine, soit en cours de route. Donc il y a une très forte suspicion de ces papiers d'identité qui émanent euh, particulièrement les papiers d'identité justement des jeunes qui sont originaires de pays d'Afrique de l'Ouest. Complexité aussi dans la détermination de l'isolement, savoir si un jeune est effectivement arrivé tout seul ou pas, de façon isolée, et vit sur le territoire national de façon isolée. Donc, bon, pour évaluer tout ça, il y a des entretiens avec les jeunes. Et puis, parfois aussi, selon les départements, il peut y avoir des enquêtes administratives plus ou moins poussées. Voilà pour le contexte. En ce qui concerne les figures des MNA, donc on constate une croissance exponentielle du nombre de mineurs non accompagnés depuis 2015. Vous voyez la courbe ici le montre. On est passé en 2016 de 8000 à peu près, un petit peu plus, 8000 MNA qui obtiennent le statut, de 8000 jeunes qui obtiennent le statut de mineurs non accompagnés. Mais ça veut dire qu'il se présente beaucoup plus de jeunes devant les autorités administratives. Et puis on arrive, alors les chiffres, vous voyez, augmentent de façon exponentielle par la suite. Et on arrive aujourd'hui sur une courbe à peu près stable depuis 2018. Avec même un léger ralentissement depuis 2018, d'ailleurs des arrivées, mais c'est notamment dû à la période de Covid, évidemment, à partir de, enfin au-delà de 2019, la courbe, on ne la voit pas ici, mais est relativement stable, voire déclinante l'année dernière à cause justement du Covid. Mais en tout cas, vous voyez qu'il y a une augmentation très importante entre 2016 et 2018 particulièrement, puisque le nombre de reconnaissances du statut de MNA a été multiplié par 2. Alors en 2018, on a à peu près 17 000 statuts de MNA qui ont été octroyés pour, vous le voyez, sur l'année 2017 et en 2018, c'est à peu près la même chose, pour 50 000 jeunes ayant déposé un dossier dans un département en France. Donc ça veut dire que à peu près, même un petit peu moins d'un dossier sur 3 aboutit effectivement à une reconnaissance et avec l'obtention du statut de mineur non accompagné. Sachant que ces proportions varient très fortement selon le département. Par exemple, ici, sur le département de la Gironde, pour l'année 2018, on était à un taux de reconnaissance d'à peine 20%. C'est-à-dire que seulement un jeune sur 5 qui se présentait comme mineur non accompagné obtenait effectivement, à l'issue de la procédure de demande, son statut. Beaucoup plus, une écrasante majorité de garçons, beaucoup plus de garçons que de filles, vous voyez sur toutes les années, ça se confirme. Une toute petite minorité de filles, 4%, à peine plus de 4% de filles. Ça ne veut pas dire que les filles ne partent pas, comme on l'a vu ce matin avec la présentation de Chris Beauchemin plus généralement sur les migrations africaines. Il y a très certainement quand même concernant les MNA moins de filles qui partent, mais il y en a quand même beaucoup plus de 4%. En fait, les filles sont très rapidement prises dans les réseaux de prostitution au cours de leur parcours migratoire. C'est ce qui explique qu'elles arrivent en beaucoup moins grand nombre et en plus faible proportion que les garçons jusqu'en Europe et particulièrement en France. En ce qui concerne les âges, vous voyez que pour les tranches d'âge, la tranche 15-16 ans est particulièrement représentée. 44 entre 44 et 45% selon les années des jeunes qui arrivent en France ont 16 ans et entre 30 et 33% quasiment ont 15 ans. Il y a des jeunes très jeunes, de plus en plus jeunes d'ailleurs, qui arrivent. La tranche 10-14 ans est quand même assez bien représentée. Et puis on a des grands adolescents aussi qui arrivent à l'âge de 17 ans. Vous voyez, ça représente près de 14% des cas en 2019. Et pour eux, c'est particulièrement compliqué parce que plus on arrive proche de l'âge de la majorité, plus les questions relatives au titre de séjour vont se poser avec une urgence évidente. Alors en ce qui concerne les principaux pays d'origine, nous avons travaillé nous sur tous les mineurs non accompagnés, mais particulièrement sur les mineurs en provenance d'Afrique subsaharienne francophone. Vous allez vite comprendre pourquoi, puisque les 2/3 des MNA qui arrivent en France ces dernières années sont originaires de 4 pays d'Afrique de l'Ouest.
Vous voyez la Guinée, le Mali, la Côte d'Ivoire essentiellement. Et puis, à la fin de ce top 10, vous avez également le Sénégal qui est représenté, donc beaucoup moins de ressortissants originaires du Sénégal, un peu plus de 2%. Mais par contre, les trois pays les plus représentés sont la Guinée, et particulièrement, j'allais dire en Gironde, la Guinée, le Mali et la Côte d'Ivoire. En ce qui concerne, là, vous avez une répartition par département, c'est pour vous donner des figures assez générales. Donc évidemment, plus les couleurs sont foncées, plus le nombre de personnes reconnues sur la carte sur votre gauche en bleu, c'est le nombre de personnes reconnues mineurs non accompagnées par les départements en 2019. Donc plus les couleurs sont foncées, plus le nombre de CMNA est important dans les départements. Et puis sur la carte de droite, donc en couleur violet, c'est le nombre de personnes reconnues MNA par région et par pays d'origine. Alors vous distinguez certainement très mal les pays d'origine. Mais voilà, en tout cas, ça vous donne en fonction des couleurs une idée des proportions du taux de reconnaissance, en tout cas des MNA selon les départements et selon les régions. Donc une répartition qui est assez fidèle finalement à la répartition classique des migrations en général, hein, pas seulement des migrations de mineurs sur le territoire national. Alors, moi j'ai travaillé, avant de laisser la parole à ma collègue Chantal Crène, j'ai moi travaillé de mon côté plus particulièrement sur les questions d'éducation et de scolarisation des mineurs non accompagnés. Chantal ayant travaillé sur les questions d'alimentation plutôt. Donc moi je vous parlerai des questions qui ont trait à l'éducation et à la scolarisation des mineurs non accompagnés, en France en général et puis en Gironde en particulier pour ce qui concerne l'enquête qui a été financée par la chaire diaspora africaine. Alors, en ce qui concerne l'éducation et la scolarisation, il faut bien avoir en tête que une des spécificités françaises, c'est que la scolarisation est une obligation en France pour tous les jeunes de moins de 16 ans et un droit au-delà de cet âge. C'est-à-dire que souvent, on a en tête l'idée du droit, alors non seulement de l'obligation scolaire, bien sûr pour tous les jeunes maintenant entre 3 ans et 16 ans. Donc là, il y a une obligation à scolariser tous les jeunes de cet âge-là, de cette tranche d'âge-là. Mais au-delà de 16 ans, il faut bien mesurer aussi, avoir en tête qu'il y a un droit à la scolarisation au-delà de cet âge. C'est-à-dire qu'on ne peut pas dire à un jeune de plus de 16 ans, eh bien non, on ne peut pas te scolariser parce que tu as dépassé l'âge justement de l'obligation scolaire. Il y a un droit à la formation pour tous les jeunes et au-delà, même pour tous les adultes au-delà de cet âge. Quel que soit le statut des personnes et quelles que soient leurs conditions de séjour en France. Donc là, on se réfère notamment aux travaux d'une collègue d'ailleurs de Poitiers, de Migrinter, Marie-Françoise Valette, une collègue juriste qui a travaillé notamment sur ces questions-là. Alors, en dépit de cette obligation scolaire jusqu'à 16 ans et en dépit du droit à la scolarisation, particulièrement au-delà de cet âge des 16 ans, on observe sur le terrain que ce droit à l'obligation scolaire, il n'est pas forcément systématiquement suivi des faits, puisque en ce qui concerne le cas des mineurs non accompagnés, le temps d'attente de la scolarisation varie de plusieurs mois à plusieurs années. C'est-à-dire qu'à partir du moment où un jeune arrive en France, dépose une demande de reconnaissance en tant que MNA auprès de son département, il va se passer un certain nombre de processus, de procédures administratives, notamment cette évaluation de l'âge et de l'isolement qui nécessite généralement, c'est à peu près le cas dans tous les départements, plusieurs étapes. Et donc on va étirer ce temps avant le temps scolaire justement, et ce temps va s'étirer de plusieurs mois à plusieurs années sur la Gironde. Nous, dans nos enquêtes, on a vu même le cas paroxystique d'un jeune qui a attendu 2 ans et demi avant d'être scolarisé. Donc quand on arrive en France à 15 ans, 16 ans, si on attend 2 ans et demi, vous comprenez bien qu'on arrive très facilement à l'âge de 18 ans. Donc un temps d'attente très long, il y a en tout cas des temps d'attente très hétérogènes et très variables selon les situations des jeunes et selon les départements. Et puis surtout, il y a la question aussi des jeunes en procédure de recours, puisque je vous disais tout à l'heure
que le taux de reconnaissance des mineurs non accompagnés varie beaucoup selon les départements, que certains départements ont tendance à accorder le statut à une proportion très importante de jeunes, et à l'inverse, d'autres départements sont beaucoup plus sévères. Donc, parmi les jeunes qui sont déboutés dans un premier temps, et un grand nombre d'entre eux s'engagent dans des procédures de recours auprès des tribunaux. Et ces procédures de recours, bien sûr, elles-mêmes prennent également beaucoup de temps. Et pendant toutes ces procédures de recours, eh bien, les jeunes ne sont pas scolarisés, n'accèdent pas du tout à la scolarisation. Ça ne veut pas dire qu'ils n'accèdent pas à l'éducation, parce qu'il y a un certain nombre d'associations qui pallient justement ces manques et qui vont organiser des cours de français, des cours de mathématiques notamment. Mais en tout cas, il n'y a pas droit à la scolarisation, sauf quelques cas particuliers où des militants, parfois dans certains départements, réussissent à faire scolariser des jeunes en procédure de recours. Mais enfin, ce sont des cas très très rares. Généralement, pendant tout ce temps de la procédure de recours, les jeunes ne sont pas scolarisés. Donc là, il y a quand même une entrave à ce droit ce droit conditionnel à la scolarisation, quel que soit le statut et les conditions de séjour des personnes, et en l'occurrence de ces jeunes qui arrivent en France. Les MNA, donc les mineurs non accompagnés, par ailleurs, lorsqu'ils sont scolarisés, vont entrer dans la catégorie administrative de ce qu'on appelle les élèves allophones nouvellement arrivés, donc les EANA. Ce qu'on appelle en France les EANA, c'est une catégorie administrative instituée par l'Éducation nationale, le ministère de l'Éducation nationale. Alors, l'immense majorité des MNA entrent dans cette catégorie administrative des élèves allophones nouvellement arrivés, même lorsque ces jeunes sont issus de pays ouest-africains, qui sont pourtant donc des pays dans lesquels l'une des langues officielles est le français. Alors, je vais accélérer. C'est ma dernière diapo là en ce qui concerne la scolarisation. Donc, lorsque ces jeunes sont scolarisés et donc pour la plupart reconnus en tant qu'élèves allophones, là plusieurs offres scolaires sont proposées. Donc d'une part, les dispositifs justement pour élèves allophones nouvellement arrivés, que sont les UPE2A, alors beaucoup de termes très spécifiques dans l'éducation nationale, des UPE2A qui sont des unités pédagogiques, donc des dispositifs spécifiques pour les élèves allophones, donc qui maîtrisent peu ou pas la langue française, parce que même si la plupart des MNA sont originaires de pays d'Afrique francophone, ils maîtrisent un français oral, mais très peu un français écrit, en tout cas pas un français d'un niveau scolaire suffisamment important pour pouvoir suivre dans le second degré en France à l'écrit. Donc ils peuvent bénéficier de dispositifs pour élèves allophones de type UPE2A. Ils peuvent bénéficier aussi d'autres types de dispositifs qui sont des dispositifs spécifiques récemment créés justement pour les MNA, qui sont des dispositifs FLE pour français langue étrangère. Donc ça, ce sont des dispositifs sur fonds européens, avec des enseignants qui sont spécifiquement recrutés sur des contrats financés donc par l'Europe. Et puis, on a d'autres types de dispositifs qui sont, eux, liés au décrochage scolaire et qui dépendent des MLDS, donc des missions de lutte contre le décrochage scolaire, avec alors souvent là des mineurs non accompagnés qui se retrouvent dans des dispositifs pour décrocheurs scolaires alors qu'ils ne le sont pas du tout, au contraire, qui sont souvent très volontaires justement, et qui, l'une des raisons de la migration est justement la poursuite d'études et d'une scolarité satisfaisante. Et donc ces jeunes se retrouvent dans ces dispositifs mélangés en France avec des jeunes qui étaient en décrochage scolaire. Donc on a un mélange des genres entre élèves au profil très très différent, ce qui peut conduire à des réussites globales d'élèves dans ce type de dispositif, mais qui peut conduire aussi à des tensions. Et puis on a des jeunes MNA qui sont scolarisés dans des établissements sociaux ou médico-sociaux liés à la grande difficulté scolaire, comme les MEX ou les EREA. Voilà, et pour finir sur ce volet éducation, je dirais que très globalement, les MNA sont finalement des solutions
pour des formations qui sont désertées et donc potentiellement menacées de fermeture, notamment dans certaines filières professionnalisantes. On constate que les mineurs non accompagnés sont surreprésentés dans certaines filières professionnalisantes et constituent même jusqu'à 3/4 des effectifs. Alors ça ne veut pas dire que ces jeunes ont forcément choisi ces filières, avaient forcément pour objectif avant leur parcours migratoire et même depuis qu'ils sont arrivés en France de rejoindre ces filières-là, mais ils sont placés dans ces filières parce que justement on manquait d'effectifs d'élèves dans ces filières. Alors il y a un certain nombre d'acteurs qui les accompagnent, ces jeunes, et qui vont jouer justement, qui vont orienter, qui vont jouer le rôle de facilitateur et qui vont orienter plus ou moins les jeunes vers ces filières. Et donc j'ai pas le temps d'entrer dans les détails, mais en tout cas on a des éducateurs qui vont prendre en charge ces jeunes et qui vont plutôt jouer la carte de la sécurité avec une vision très pragmatique et avec l'objectif étant de obtenir des papiers pour le jeune avec la perspective de l'accès à la majorité des jeunes et donc l'obligation de trouver un titre de séjour. Donc on a des éducateurs qui sont très pragmatiques et qui vont plutôt conduire à orienter ces jeunes vers des filières professionnelles. Et puis des enseignants, au contraire, qui vont essayer de privilégier les souhaits des jeunes. Voilà, donc en fait, j'ai pas le temps d'entrer dans les détails, mais en tout cas, on a beaucoup de personnes, d'adultes qui vont accompagner ces jeunes et qui vont avoir des visions assez différentes et voilà, qui vont orienter les jeunes de façon assez différente, mais on aura peut-être l'occasion d'y revenir dans la discussion. Voilà, je voudrais maintenant laisser la parole à Chantal, j'ai déjà débordé. Merci beaucoup Isabelle. On passe l'ordinateur. Donc moi je vais, dans le cadre de cette enquête financée par la chaire Diaspora, rappeler qu'elle s'inscrit dans une recherche plus large qui bénéficie d'un contrat européen qui s'appelle Food Together. Il y avait Sarah Marchiset ce matin qui était là, qui fait une thèse en fait sur les questions alimentaires et la place de l'alimentation dans les processus de fabrique d'un en commun dans la société bordelaise. Alors elle travaille plutôt sur les squats, dans les squats à Bordeaux. Et moi, je travaille plutôt sur le terrain entre Saint-Émilion et Bergerac. Dans la campagne, en fait, on a voulu intégrer autant la ville que la campagne sur ces questions de migration et d'alimentation. La campagne, je ne vais pas en parler là, mais la campagne révèle aussi des choses intéressantes autour notamment de l'agriculture et des ouvriers agricoles et de la venue de main-d'œuvre et qui fait aussi partie du champ de l'alimentation. Alors pour le sujet qui nous intéresse particulièrement aujourd'hui, donc j'ai fait et donc des enquêtes avec Isabelle aussi. Donc je voulais rappeler donc autour de l'alimentation. C'est donc une enquête de longue durée, hein, puisque pour moi c'est un petit peu le début de ce travail. Donc avec l'aide de Sarah Marchiset, et vous voyez ici les photos des squats à Bordeaux où elle fait du terrain depuis presque 2 ans. Et là, c'était à l'occasion d'un travail photographique avec Cécile Quilien, qui est photographe et anthropologue, où elles ont fait un travail et qui a débouché sur une exposition photo avec les jeunes MNA, qui étaient en attente de reconnaissance du statut de mineur non accompagné, qui s'appelait Bienvenue chez nous, où en fait c'était autour de l'alimentation qu'elles ont fait tout ce travail photographique et qui a donné lieu au TNBA à Bordeaux à une exposition photographique avec les jeunes, une discussion avec les différentes associations et en même temps à la représentation de la pièce de théâtre mise en place par la CIMAD et le TNBA qui s'appelait Les Accueillants. Voilà, tout ça pour vous situer cette enquête sur l'alimentation donc, rencontre celle d'Isabelle Rigoni, plus particulièrement sur les MNA et l'éducation, et on s'est retrouvé finalement avec des problématiques communes, des problématiques croisées. Au final, on s'est aperçu que l'éducation et l'alimentation, ça se répondait. Et notamment, on voit bien que l'accès à l'alimentation donc, de ces jeunes, alors que je ne vais pas appeler MNA d'emblée, mais en tous les cas, des fois c'est des enfants, des fois c'est des adolescents. On voit bien que l'accès à l'alimentation, comme l'accès à l'éducation, dépend finalement de l'évolution de leur statut juridique.
Et donc, de ce statut juridique dépend aussi des modes d'émergement qui vont, vous imaginez, être aussi, je dirais, très influents sur les pratiques alimentaires et sur l'accès à l'alimentation vue comme un système alimentaire général. Hein. Et donc, on voit bien qu'il y a finalement des modes d'alimentation qui sont imposés tout au long de ces parcours. On peut parler presque de parcours de combattants à l'intérieur de ces dispositifs. Et notamment, on voit bien que pendant la phase d'évaluation pour la reconnaissance de la minorité, ils sont mis à l'abri, donc selon le vocabulaire utilisé par les institutions qui en ont la charge. Et donc, ça peut être dans des pensionnats, ça peut être dans des hôtels, ça peut être aussi dans des chambres. On voit bien comment le mode d'hébergement va jouer sur le type d'alimentation auquel ils vont avoir accès. Ça peut être des plateaux repas à la cantine, donc ça peut être aussi des tickets repas qui vont être donnés à ces jeunes vont aller se nourrir au flunch, par exemple, ou dans des kebabs. Donc, ça peut être matin, midi et soir. Donc, on voit bien comment se jouent autour de ces questions véritablement des enjeux de santé globale relativement à cette alimentation auquel ils ont accès. Donc, on voit bien aussi comment ces jeunes, ils peuvent être nourris des fois dans des familles, puisque ça peut être justement des associations qui ont des accords avec le département et l'ASE notamment, qui vont loger ces jeunes. Et donc, on voit aussi comment la question alimentaire se pose vraiment différemment. Donc, cette enquête, on l'a menée avec Isabelle Rigoni, donc, dans ces processus d'éducation et d'alimentation, et on s'est particulièrement focalisé sur l'association Tremplin à Bordeaux. Effectivement, dans cette association, bon ça vous voyez, c'est dans les squats, hein, les aliments qui dépendent des dons. Voilà, donc dans l'association Tremplin, donc, quand on est allé faire du terrain, on s'est aperçu que finalement l'expression ventre vide n'a pas d'oreille avait totalement du sens, puisque la première dépense de l'association Tremplin, qui est une association de scolarisation, enfin d'accès au français, finalement, la première chose qu'ils font, c'est nourrir, donner un petit déjeuner à ces jeunes qui, pour la plupart, ont faim. Et je pense que c'était vraiment une donnée importante à soulever ici, c'est que cette association sur laquelle nous avons donc focalisé notre attention montre bien comment la question alimentaire, elle est bricolée, elle est, je dirais, vécue comme quelque chose auquel on répond au coup par coup, tout en étant donc le premier budget de l'association. Et donc on voit bien que la question alimentaire, elle est vécue en sourdine et qu'en fait elle n'est pas véritablement pensée tout au long de l'accès au statut de MNA. Donc l'alimentation, elle est présente, tout en n'étant pas présente. Vous voyez, il y a une ambiguïté dans cette dimension-là. Et on voit bien que ce qu'il faut noter, c'est aussi que toute l'attention est portée vers l'accès au statut juridique de MNA. Et l'alimentation n'est pas non plus, dans les entretiens que j'ai pu faire avec des jeunes, n'est pas non plus considérée comme étant importante au départ. Et donc, on voit aussi que l'association donc Tremplin travaille avec d'autres associations, notamment le Pain de l'Amitié, qui permet d'assurer un repas chaud par jour, parce que finalement, quand les jeunes sont déboutés de leur demande d'accès au statut de MNA, ils doivent alors s'en remettre à des aides d'associations et à du soutien local, en fait. Et on voit donc comment avoir faim dans un pays riche. Je vous renvoie à un numéro spécial de la revue Anthropology of Food, qui date de 2008, qui s'appelle « Avoir faim dans un pays riche », qui justement, il y a d'autres études qui ont été faites aux États-Unis aussi là-dessus. On pensait que la question de la faim était résolue au nord, dans les nords, et en fait on s'aperçoit que c'est une question qui est totalement partagée, alors évidemment avec des degrés divers, mais oui, la question de la faim est présente, et elle devient le lot quotidien de ces jeunes qui vivent dans l'interstice du droit français, et dans l'interstice des espaces urbains, puisqu'en fait, ils sont dans des squats, pour certains, et sans statut, en fait, voilà. Donc, ni majeur, ni mineur, on voit bien que c'est la débrouille alimentaire qui s'impose et qui devient le centre de toutes les préoccupations.
Donc la débrouille, et là on voit bien comment l'association Tremplin, qui a été pour moi l'entrée en matière, elle met en place en fait un dispositif. Ils ont rassemblé leurs énergies pour savoir où pouvoir se loger, où pouvoir se nourrir, etc. Et dans les entretiens que nous avons faits avec Isabelle, on s'est rendu compte qu'effectivement, la faim, elle était là aussi parce que les lieux d'aide alimentaire à Bordeaux, Bordeaux c'est une très grande ville, quand on est dans un squat, ça peut vouloir dire que le petit déjeuner, il se trouve à Bègle un jour, à Ravzy un autre jour, et qu'en fait, la circulation dans les transports en commun est le lieu aussi de toutes les angoisses, parce que quand on n'a pas de papier, circuler, c'est aussi... Donc des fois, on préfère avoir faim que finalement de se mettre en danger par rapport à ces questions de papier. Donc on voit bien vraiment que... je reviens un peu sur les images comment dire, des squats, parce que c'est quand même une situation qui est assez commune finalement à Bordeaux. Et vous voyez sur une des photos les sacs mangés par les rats qui sont aussi souvent revenus dans les entretiens qu'on a fait avec les assistants sociaux, les travailleurs sociaux de Médecins du Monde, qui nous parlent justement de la précarité réelle dans laquelle se retrouvent ces jeunes, outre le fait que dans certains squats, il y a une hiérarchie à l'intérieur de l'organisation du squat et notamment des jeunes qui est assez... je dirais, despotique, puisqu'en fait, certains squats sont, je dirais, gouvernés, un peu comme en Italie, on le retrouve sur la gestion de la main-d'œuvre des ouvriers agricoles. Avec les caporales, par exemple, on retrouve un peu ce même système dans les squats où l'accès à l'alimentation est aussi gouverné par ceux qui dirigent les squats. Donc la faim, elle est je dirais, autant dans l'accès que dans le mode d'organisation et aussi dans le désengagement de l'État dans l'accueil en fait de ces jeunes. Donc par rapport à ça, on voit bien comment donc les réseaux de bénévoles sont très importants sur Bordeaux. Il y a eu une véritable élan de solidarité, notamment quand la préfète, il y a 2 ans, a évacué les squats de Bordeaux, où là on voit comment des lieux comme l'Athénée libertaire ont organisé des repas, ont organisé des collectes d'aliments. Et là, les jeunes ont été quand même largement épaulés dans leur je dirais, accès à l'alimentaire. Il me reste peu de temps. Je voulais juste dire, quand même, pour terminer, qu'il y a aussi donc une prise en charge et qui est suivie par l'aide sociale à l'enfance, mais qui montre une ambiguïté dans la prise en charge alimentaire de ces jeunes. À l'hôtel, donc, comme je vous l'ai dit, ils sont nourris par des tickets repas au kebab, donc on voit bien, parfois au Resto du Cœur, donc on voit bien comment il y a comme une forme de délégation à d'autres institutions de l'accès à l'alimentation. En pensionnat, donc ils peuvent être nourris, donc en restauration collective, ce qui laisse peu de place donc à la créativité, puisqu'ils se retrouvent avec, donc vous avez vu les jeunes qui viennent pour la plupart d'Afrique de l'Ouest, avec un autre mode d'organisation de l'alimentation, donc là qui est assez évacué, puisqu'on se retrouve avec entrée, plat, dessert. Et puis, on voit bien comment, dans ce cadre-là, un des étudiants qui s'appelle Michel Ngossa, qui a présenté pour la journée d'études de la semaine dernière que nous avons organisée avec Isabelle, qui expliquait comment ceux qui avaient l'accès à des chambres ou à des appartements et qui avaient donc l'accès à la créativité, à la possibilité de construire eux-mêmes leurs repas, devenaient en quelque part des endroits où se jouait une certaine forme de commensalité, d'échange, comment dire, d'imaginaire. Pour moi, anthropologue, c'est des choses vraiment importantes autour de l'alimentation, un certain hédonisme où ils reprenaient la main en quelque sorte, mais dans les squats aussi, sur la fabrique de l'alimentation. Donc pour terminer, je dirais que les professionnels du travail social qu'on a pu interviewer ou les bénévoles avec Isabelle notent la montée en puissance quand même de la prise en compte des questions alimentaires. On l'a vu aussi avec l'ASE qui a mis en place un réseau coordination santé où ces questions d'alimentation et de nutrition sont devenues quand même centrales. On s'aperçoit que ces questions vont poser à long terme des questions de malbouffe, de diabète, d'hypertension, etc. ou au contraire de manque, de malnutrition. Les deux sont finalement ensemble. Et on voit bien que les professionnels se posent aussi des questions plus, je dirais, d'une économie de l'aide alimentaire, alors que jusque-là, comme l'a montré ma collègue Dominique Paturel, on voyait qu'il y avait très peu de connaissances de la part des travailleurs sociaux du fait que l'aide alimentaire était approvisionnée par la banque alimentaire, par l'industrie agroalimentaire qui livre ses rebuts de la grande distribution en fait aux plus pauvres d'entre nous. Et que donc qui est elle-même défiscalisée. Donc ça pose aussi la question de qu'est-ce qu'on donne, à qui on le donne, comment on le donne,
et est-ce qu'on le donne vraiment? Voilà. Et donc tout ça, c'est des vraies questions, je pense aussi très politiques autour de l'alimentation et des questions migratoires. Et pour terminer, je dirais, en tant qu'anthropologue, j'ai aussi perçu, mais là il va falloir qu'on creuse, une certaine forme de culturalisme, comme avait pu le définir Didier Fassin à une époque, dans le rapport qu'ont les professionnels aux jeunes qui viennent d'Afrique de l'Ouest, où on voit comment l'alimentation, c'est comme une sorte de gastropolitique, puisqu'en fait se joue là, et notamment à Bordeaux, on sent que c'est très très fort. La cuisine et le vin ont depuis longtemps été un enjeu de distinction sociale à Bordeaux. Et on voit bien comment le fait que certains jeunes deviennent cuisiniers, soient intégrés par des chefs à Bordeaux, a beaucoup de valeur et encadré d'une valeur très positive dans le travail social. Et pourtant, ça occulte, à mon avis, des créativités culinaires qui vont échapper en quelque sorte à cette mise en valeur quotidienne, ordinaire, que ces jeunes peuvent mettre en place dans leur chambrée ou dans des lieux plus collectifs, dans des chambres en ville, etc. etc. Donc je pense que là, il y a un vrai enjeu autour de l'alimentation aujourd'hui, d'immigration et de la jeunesse, qui mérite d'être approfondi. On espère qu'on pourra continuer à le faire. Je vous remercie pour nous avoir donné un peu plus de temps. Je vais vous présenter aujourd'hui les résultats à mi-parcours d'une recherche comparative que j'ai menée grâce au soutien de la chaire Diaspora africaine. Donc, je me joindrai à tous les remerciements qui ont été exprimés depuis ce matin. Voilà, j'ai été très chanceuse de pouvoir mener cette recherche grâce à l'appui de la chaire Diaspora africaine. Alors, cette recherche, elle part d'un point de départ, elle prend sa source dans un constat, c'est l'emphase actuelle autour de la présence des diasporas dans les espaces de la coopération au développement. C'est un discours qu'on retrouve à tous les échelons, parmi la documentation et dans les discours de très nombreux acteurs, c'est-à-dire cette rhétorique qui à la fois valorise le rôle et la responsabilité des diasporas dans la dynamique de développement et qui mobilise aussi ce discours autour de l'inclusion des diasporas. Et donc, je me suis interrogée sur ce que ces discours pouvaient bien pouvoir signifier du point de vue de la représentation politique. Au-delà des discours, où sont les diasporas? Est-ce qu'elles sont présentes? Est-ce qu'elles sont représentées dans ces arènes de la coopération? Et si oui, de quelle manière? Et puis, je me suis aussi demandé de manière un peu plus empirique, comment est-ce que cette rhétorique circulait entre ces espaces locaux, nationaux, régionaux, internationaux, où se discutent les politiques et les dispositifs. Alors, je ne vais pas prendre le temps de vous expliquer en détail tout ce qu'a dit la recherche sur le sujet. Je m'inscris dans des choses qui déjà sont connues et qui sont des champs qui sont travaillés depuis plusieurs décennies. Mais ce que je dirais, c'est que j'ai choisi, pour essayer de travailler ces questions-là, de faire une petite étude comparative entre deux moments, deux configurations, de situations où il y a eu reconnaissance de la présence des diasporas et où il y a eu une tentative de construire quelque chose qui puisse être de l'ordre de la représentation des diasporas dans des arènes politiques, des politiques de coopération. Pardon. Voilà, donc ces deux cas, qui sont des cas en fait très différents, hein, mais qui ont beaucoup de points communs. Donc, ce sont deux cas voilà, d'arène de développement. Donc, par arène de développement, j'entends, je désigne les commissions, les institutions, les réseaux qui impliquent à la fois des militants, des experts, des élus et des agents publics qui sont engagés dans des initiatives et des programmes qui relèvent de la coopération. Et en France et en Italie, à 20 ans d'écart, les arènes de la coopération sont le théâtre de processus de reconnaissance publique. Je l'ai dit, je vais reprendre le fil et je vais être un peu plus claire. Alors, de quoi est-ce qu'il s'agit exactement? Dans le cas de la configuration française, c'est ce moment entre 1997 et 2002, autour en particulier de ce processus des assises de la coopération et de la solidarité internationale, où des acteurs migrants du développement sont devenus visibles et ont rendu audibles leurs revendications à participer en pair aux dynamiques de la coopération. Il y a eu des événements marquants, comme l'événement de clôture de ce processus d'assises. Il y a eu aussi des groupes de travail qui ont permis à des militants associatifs migrants de prendre la parole et de faire connaître leurs revendications et de co-construire la représentation des diasporas. Dans le cas français,
ça s'est concrétisé par la fondation d'une structure que vous connaissez sans doute, qui est le FORIM, ce Forum des organisations issues des migrations en 2002. Le cas italien, c'est un cas qui est, je dirais, en cours, c'est-à-dire que depuis 2017, existe un processus qui s'appelle le Summit National delle Diaspore, le Sommet national des diasporas, qui est un processus qui a été initié par l'Agence de développement italienne, l'AIX, et qui est très fortement soutenu par le ministère des Affaires étrangères et de la coopération. Et donc ce processus, qui est beaucoup plus récent, reprend à la fois des catégories de pensée, à la fois des éléments de discours qui semblent avoir disparu dans l'espace français. Je pense en particulier à ce mot qui a été utilisé ce matin de co-développement. Aujourd'hui, c'est un mot qui a disparu des espaces institutionnels français. En revanche, en Italie, c'est un des mots-clés, mais pas le seul, je vais en parler, de cette mobilisation. Donc il y a là quelque chose d'assez intéressant d'essayer de comprendre à la fois les similarités et les distinctions. Je précise qu'il n'existe pas encore en Italie d'équivalent à ce forum français, et c'était là aussi tout ce qui avait suscité mon intérêt au départ. J'avais pu étudier dans le cadre de ma thèse un peu la socio-histoire de cette création française, et là je pouvais étudier un processus qui était en cours et qui n'est pas achevé. Le Covid a décidé un petit peu autrement, mais je compte bien aller jusqu'au bout de ce travail. Voilà, donc un mot très rapide de mon matériau d'enquête. Vous l'aurez compris, les deux cas que je pose sont très différents. Donc, ce ne sont pas les mêmes matériaux que je mobilise. Dans le cas français, c'est essentiellement des archives, des entretiens semi-directifs et biographiques. Dans le cas italien, c'est d'abord une enquête qui croise observation participante, tant que j'ai pu en faire, des entretiens semi-directifs et puis aussi une enquête par questionnaire. Donc, pour essayer de saisir ces facteurs qui autorisent et qui façonnent l'émergence d'une représentation des diasporas dans les arènes de la coopération, j'explore tour à tour 3 hypothèses, qui sont des hypothèses un peu classiques, mais avec lesquelles j'avais besoin de me confronter pour pouvoir essayer de comprendre ce qui se passait. La première, c'est celle des schémas de gouvernance. Est-ce que le sujet de la représentation des diasporas appartient à un échelon d'action publique particulier ? Quel rôle joue la transnationalisation des politiques de coopération sur son apparition et sur son déploiement dans l'agenda politique? La seconde piste, c'est celle bien évidemment, de la structure de l'espace de la mobilisation, celle du profil des militants associatifs. Est-ce qu'il y a un profil particulier? On est là entre France et Italie dans 2 configurations historiques et politiques qui sont très différentes. L'histoire postcoloniale est très différente. Est-ce qu'on trouve quand même des points communs ou pas? Et puis la troisième piste, je dirais je peux l'explorer à l'issue de l'exploration des 2 premières, c'est l'idée de se dire, est-ce qu'il existe des registres de légitimation de la construction d'une représentation qui soient singuliers? Est-ce que ce sont les mêmes? Est-ce qu'on voit des différences? Je prends d'abord la première piste. Ce que j'observe entre les cas français et italiens, c'est que l'émergence de la question de la représentation des diasporas, elle naît dans les 2 cas d'un cadrage politique profondément renouvelé. C'est-à-dire qu'on est dans les 2 cas dans une situation où on assiste à la réforme en profondeur des politiques de coopération, à la réforme de l'administration de l'aide publique au développement, où on assiste à la création de nouvelles institutions dédiées à l'aide publique au développement. Ça, c'est un point commun qui est intéressant, mais ce qui est un peu plus intéressant, à mon avis, c'est que la caractéristique principale de ces nouveaux cadrages politiques, c'est l'ouverture à la participation et à la représentation des acteurs non étatiques. Donc, ce n'est pas une ouverture qui est nécessairement le fait des mobilisations des militants issus des diasporas, c'est en général des mobilisations qui sont d'abord menées par d'autres types d'acteurs non gouvernementaux. Simplement, il y a là comme une brèche dans laquelle peuvent s'introduire des militants associatifs migrants qui menaient des mobilisations jusque-là sans être nécessairement audibles ou visibles et qui peuvent s'en saisir pour demander à être reconnus. J'ai aucune idée de l'heure et je ne sais pas combien de temps j'ai à peu près. J'avance alors, voilà. Il y a donc des points communs entre les actes de reconnaissance politique français et italien, qui sont à la fois le développement d'une langue de l'action publique qui est à peu près similaire, avec une terminologie qui est très proche. Il y a le fait de coopter des représentants
on reviendra là-dessus après, d'associations des diasporas pour venir participer aux espaces de concertation qui sont créés à ce moment-là. Et puis, il y a cette idée de la nécessité de fonder un acteur national représentatif. Maintenant, il y a aussi des différences. Dans le cas italien, il y a une reconnaissance légale qui a une grande force symbolique, c'est-à-dire que la nouvelle loi de coopération 125-2014, pour donner son nom poétique, nomme les 6 catégories d'acteurs de la coopération qui construisent la coopération italienne. Et parmi ces 6 catégories d'acteurs est nommée la catégorie des acteurs migrants ou diasporiques. Et ça, c'est quelque chose qui n'existe pas dans la loi française. Ceci étant dit, dans le cas français, l'attention a été beaucoup plus portée sur la dimension institutionnelle, cofinancement, appui institutionnel, même si on n'est pas sur quelque chose qui est nécessairement très développé. On pourrait parler longtemps de la faiblesse du financement et de l'appui aux associations de migrants, mais ça a été en tout cas le point de focal de cette forme de reconnaissance. Maintenant, ces cadrages institutionnels français-italiens, ils sont multiniveaux, ils sont à géométrie variable. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on se retrouve avec des dynamiques, si vous voulez, de représentation et de structuration de ces diasporas qui sont tout à fait différentes. Pour être un peu schématique, la dynamique italienne, elle s'inscrit vraiment dans une gouvernance multiniveau, c'est-à-dire qu'on va co-construire cette nouvelle politique avec l'OIM, on va faire intervenir et s'intéresser profondément aux collectifs locaux, aux dynamiques qui ont déjà été initiées depuis plusieurs décennies dans certaines régions italiennes, certaines provinces italiennes. Le problème va être ensuite de savoir si et à quelles conditions une centralisation, une fédération à l'échelon national devient pertinente. Et ça, c'est une question qui n'est pas résolue aujourd'hui. Pour être un peu schématique, le cas français, c'est un peu le cas opposé. Entre 1997 et 2002, on est à une séquence historique où la scène européenne et internationale de la migration et du développement n'est pas structurée comme elle l'est aujourd'hui. Les acteurs internationaux ne sont pas autant mobilisés sur les sujets et la France développe sa politique de co-développement, comme vous le savez tous, voilà, un peu au départ dans un entre-soi de la politique intérieure française, et ensuite va aller sur la scène européenne au milieu des années 2000, défendre et diffuser son propre programme. Et voilà. Donc on est sur quelque chose qui est tout à fait différent de la dynamique. J'insisterai pour dire que la dynamique française se caractérise aussi par une dimension plus top-down, c'est-à-dire qu'il y a des mobilisations locales, bien évidemment, d'associations de migrants dans les régions françaises depuis les années 70, mais elles peinent à rencontrer la dynamique nationale qui se crée autour du forum et des politiques de co-développement, beaucoup d'incompréhension. Voilà, et donc on est dans quelque chose qui peine à se décentraliser. L'opposition est à nuancer, mais c'est quelque chose que j'ai développé dans mon papier et sur lequel je ne reviendrai pas ici. La deuxième hypothèse, et j'irai plus vite là-dessus parce que finalement tout ce qui a été dit ce matin a déjà présenté beaucoup de choses que j'ai moi-même observées, donc j'irai rapidement là-dessus. Ce que j'ai trouvé très intéressant, c'est que dans le cas français comme dans le cas italien, il y a des points communs entre les leaders qui se mobilisent. Il y a cette inadéquation entre la structure de la population immigrée ou la population étrangère. Voilà, en Italie, il n'existe pas de catégorie statistique immigrée, donc ce n'est pas tout à fait les mêmes populations qu'on peut comparer, mais enfin voilà. La population immigrée ou étrangère n'est pas représentée par ces leaders associatifs migrants qui s'engagent pour la coopération au développement. On est sur une surreprésentation écrasante des leaders associatifs des diasporas africaines subsahariennes qui sont issus des premières générations migratoires, qui sont composés autant de leaders femmes que de leaders hommes, et qui sont détenteurs et détentrices d'un grand nombre de capitaux, à la fois sociaux, à la fois économiques, à la fois symboliques, en termes de niveau, en termes de diplôme, en termes de... Voilà. L'autre caractéristique, c'est celle du militantisme politique et associatif. Et c'était intéressant pour moi d'entendre dans la présentation de ce matin de Pamela citer ces femmes, ces militantes françaises
qui se sont mobilisés en faveur du panafricanisme et de tout ça. Et j'ai retrouvé du coup parmi les profils qu'elle a présentés une des militantes qui a fait partie de ces femmes qui ont vraiment contribué à la structuration du Forim et à la naissance de cette reconnaissance dans l'espace public français de la gestion de migrants. Contrairement à ce qu'on peut avoir en tête, je le dis ici très rapidement, mais c'est un point qui me tient à cœur, on a en tête la mobilisation importante depuis les années 70 des associations de travailleurs immigrés et des hometown organizations qui effectivement ont joué un rôle important. Simplement, cette figure-là n'est pas celle qui, entre 2000 et 2002, a construit le Forim et ses représentants tels qu'ils sont aujourd'hui. Voilà, on est sur des lignes de continuité, on n'est pas sur des oppositions, hein. Il y a des filiations, mais ce ne sont pas les mêmes profils associatifs. Le dernier élément, c'est sur ce profil des leaders, c'est la maîtrise du langage et des codes de ces leaders-là. On est sur des profils qui sont déjà très insérés dans les réseaux politiques, dans les réseaux administratifs, qui ont déjà été identifiés comme des figures, soit dans l'espace culturel, soit dans l'espace syndical, voilà, et qui, par conséquent, ne sont pas des inconnus. Ne sont pas des inconnus, à la fois des partenaires publics, à la fois des partenaires associatifs, et à la fois aussi de leurs pairs en diaspora. Je sauterai la question de la structure du champ de la mobilisation, parce que là, en revanche, on voit des points communs, mais on voit aussi des singularités. J'irai directement à peut-être ce qui m'a intéressé le plus, parce que c'était une manière pour moi de prolonger une réflexion que j'avais commencée dans mon travail de thèse et que je compte bien continuer. Je me suis aussi posé la question de savoir comment, à 20 ans d'écart, alors que l'inscription, la scène internationale de la migration et du développement s'est profondément transformée, alors que les acteurs internationaux ne sont pas les mêmes et n'agissent pas de la même manière. Est-ce qu'on pense la représentation de la diaspora de la même manière dans la France des années 2000 et dans l'Italie des années 2020 ? Et en fait, oui. C'est-à-dire que ce que je retrouve, c'est une très grande similarité dans la manière de formuler les objectifs du processus de construction d'une représentation. Et ce que j'observe aussi, c'est qu'on a des tensions qui sont au fond un peu toujours les mêmes. Quand on parle de représenter la diaspora, on parle de quoi ? Pourquoi est-ce que la représentation est légitime ? Il y a là deux registres de légitimation qui s'opposent. Le premier registre, c'est celui du renforcement des compétences de coopération des acteurs diasporiques. Pourquoi est-ce qu'il faut qu'ils soient représentés ? Parce qu'on a besoin que le développement soit plus efficace. On a besoin du coup que ces acteurs minoritaires puissent rattraper les autres. On a besoin de pouvoir les identifier, pouvoir les former correctement. Voilà, l'idée, c'est de pouvoir ensuite renforcer avoir un outil supplémentaire qui aille dans le sens de l'efficacité de la politique nationale de coopération. Le second registre de légitimation, c'est celui de la participation démocratique d'une catégorie minorisée dans l'espace public. Il y a un déficit démocratique qu'il faut résoudre. L'idée, c'est de renverser le stigmate qui est associé à la figure du migrant. L'idée, c'est de mettre en forme et de promouvoir un discours de valorisation de leurs initiatives, en créant du coup un nouveau langage aussi pour nommer ce type d'initiative. Et c'est particulièrement vrai en Italie. Voilà, changer le discours. Changer le discours, c'est un slogan qui est très mobilisé. Voilà, ou dans un contexte qui est assez xénophobe, il y a une mobilisation très importante des leaders qui, au fond, utilisent la question de la coopération-développement comme un espace stratégique où ils peuvent défendre des options politiques en faveur de la citoyenneté des personnes issues de la migration et la défense des droits et la reconnaissance des afro-descendants. Comme je n'ai plus de temps, je m'arrêterai là. Je conclurai simplement en disant que ces deux registres sont toujours articulés, c'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de dire que certains acteurs en mobilisent un et d'autres un autre. En revanche, ils sont toujours en tension. Et l'équilibre ne se fait pas de la même manière. Les oscillations sont très importantes et elles renvoient en fait à des façons de conceptualiser la représentation politique qui sont tout à fait différentes. Mais qu'on peut dépasser ces conflits, et je le dirai en une phrase, et ces tensions en utilisant de manière stratégique
les discours internationaux et les nouveaux paradigmes, enfin les nouveaux, en tout cas je pense à un en particulier que j'ai observé, le paradigme du développement qui n'appartient pas qu'à la sphère du développement, mais que ce paradigme de l'inclusion et de l'inclusivité qui fonctionne vraiment en Italie comme un mot-clé, là où l'agence de coopération est en conflit ouvert avec l'équipe qui anime le processus de reconnaissance et de construction de la représentation. Ils sont en conflit ouvert, mais ils arrivent à formuler des discours communs, chacun entend quelque chose de différent derrière ce que signifie l'inclusion des diasporas, mais ce mot-clé fonctionne pour arriver à tenir une ligne de crête qui permet d'avancer. Je m'arrêterai là. Merci beaucoup. Je m'excuse d'avoir ces rôles, mais c'est mon rôle hein, par ailleurs. Merci beaucoup pour cet exposé extrêmement intéressant parce que ça montre et ça ouvre des convergences et divergences en même temps. C'est très bien la question des tensions qui prennent forme différemment. On a une dizaine de minutes. Je donne la parole à la salle et aux personnes qui sont lointaines mais proches. Merci pour cette présentation. Deux questions. Une, vous avez mentionné dans la dernière présentation que la notion, le terme de co-développement avait eu tendance à s'effacer ces dernières années. Est-ce que vous pourriez en dire un petit peu plus sur pourquoi, comment et la deuxième question, c'était à propos des taux de reconnaissance du statut de mineur isolé, très variable selon les départements. Et là, j'avais deux questions. Comment vous avez eu accès aux sources pour faire ces belles cartes? Et est-ce que dans ces sources, il y a des informations qui permettraient d'expliquer ces variations départementales, ou bien s'il n'y a pas forcément ces informations ou si vous ne les avez pas encore exploitées, et quelles hypothèses vous avez pour expliquer ces différences territoriales super importantes? Merci. Du coup, je vais peut-être enchaîner avec les autres questions. Allez-y, Amina. Oui, Oui, vous allez-y. m'entendez? Il n'y a plus d'écho. Bonjour. Écoutez, tout d'abord, je tenais à vous féliciter pour ce travail qui est vraiment très inspirant et vraiment de ressources intéressantes en termes de sémantique. Je suis effectivement élue issue de la diaspora, première génération, originaire des îles Comores. Et on agit beaucoup sur cette thématique-là de la diversité et l'inclusion en politique, notamment de la diaspora et des élus de la diversité. Après, pour nous, il y a plusieurs enjeux. Aujourd'hui, on sent qu'il y a vraiment une reconstruction à se faire ou une articulation à se faire de traits d'union entre ce que vous appelez les populations diasporiques et ceux qui s'engagent un peu sur le territoire avec les instances telles qu'elles sont construites aujourd'hui. On le voit, pour nous, il y a des baromètres qui arrivent un peu à quantifier la représentativité et l'implication de certains à différentes échelles, notamment quand on voit les ratios d'élus de la diversité engagés, également le baromètre du CSA qui parle de la représentativité des populations les moins visibles sur les plateaux médiatiques, ainsi de suite. Mais malheureusement, ces statistiques ne permettent pas d'avoir effectivement un peu plus de données sur les évolutions CSP+. Donc, c'est très intéressant ce genre de retour d'enquête qui a été fait par le CHER, la diaspora. Aujourd'hui, ma question, elle est vraiment plus sur ce que vous avez parlé en termes de paradigme et même d'organisation systémique. Comment aujourd'hui articuler la représentativité des diasporas et l'inclusion diasporique, parce qu'on est dans un tout indivisible, la République qui est une indivisible, mais on sent bien qu'il y a ce souci d'être dans cette indivisibilité visible et de compter, et aujourd'hui de pouvoir également le quantifier pour pouvoir avoir demain un diagnostic d'une base et d'une évolution d'un résultat souhaité. Là, les cas, vous avez parlé notamment sur la fondation des acteurs représentatifs ou ce qui peut se faire en Italie est très inspirant pour nous parce qu'on est vraiment dans cette recherche-là, cette dynamique-là, de créer cette articulation ou au moins d'être source de propositions. Et voilà, c'était un peu savoir comment vous imaginez d'ici, je ne sais pas, les 10 prochaines années, comment ça pourrait évoluer cette articulation de façon organisée. Le milieu associatif, moi je suis issu notamment du milieu associatif, je crois beaucoup au milieu associatif et ça a été beaucoup des forces de contre-pouvoir dans beaucoup d'États et des périodes plus troublées. Mais effectivement, au bout d'un moment, on a besoin aussi que cela passe un pas dans la politique, dans les sphères consulaires et autres. Et notamment parce qu'on se rend compte qu'aujourd'hui, là, ce qui a été fait par le conseil présidentiel du président, les populations diasporiques sont moins représentées et sont plutôt remplacées par des populations directement d'Afrique subsaharienne. Et qu'aujourd'hui, on aimerait que la population diasporique soit aussi acteur
et pas toujours sujet des études, mais aussi acteur de ces études et trait d'union entre les continents pour construire des partenariats plus efficients. Voilà. Désolée, Donc, on a comment vous voyez ça dans Excusez-moi. Merci. Moi, j'ai une question. Voilà. Attendez une minute. En gros, on a beaucoup de questions et très peu de temps pour y répondre. Donc, Alors, non, c'est-à-dire que moi, j'avais une question qui rejoint la personne qui vient de parler, l'intervenant. C'est simplement pour parler du forum. J'ai bien apprécié, comme vous disiez, qu'il faudrait plus de décentralisation, parce que le forum, vu le montant qui est financé au projet, 15 000 € maximum, qu'est-ce que vous en pensez là-dessus, au niveau du financement? Voilà. Et puis, autre chose que je voulais vous dire, c'est le manque de visibilité des actions des diasporas, c'est-à-dire concernant surtout le co-développement, comme vous l'avez dit, mais aussi la réalisation de projets dans leur village, dans le pays d'origine, où ils contribuent au développement tout court. Voilà. Donc, il y a un peu de visibilité de toutes ces actions des diasporas. Comment vous expliquez ça? Bonjour. Donc, j'ai juste une petite question concernant, voilà, je me présente Narcisse Cameron. Je suis un acteur de la coopération décentralisée, que je n'ai pas entendu le nom depuis, dans toutes les expositions qui ont eu lieu depuis ce matin. Et encore une autre question tout à l'instant, que vous n'avez pas de visibilité. Alors, il y a un outil qui s'appelle la coopération décentralisée, que moi j'ai effectué aussi, et qui a des budgets votés à l'Assemblée nationale et que les collectivités locales s'en occupent. Je pense qu'il faut bien saisir de cet outil. Donc, ma question, c'est au niveau des mineurs non accompagnés. Bon, j'ai pu entendre dans le discours du président du conseil départemental concernant les élections que j'ai eues hier, parce que je suis un élu aussi au conseil départemental. Je sais qu'il y a 1500 mineurs non accompagnés qui ont été déversés donc, en Aquitaine. Pourriez-vous nous dire le taux de réussite dans le cadre d'insertion scolaire et dans quelle discipline? Et je termine donc la dernière question concernant l'exposé qui vient d'avoir lieu de notre dernière intervenante. Au niveau de la visibilité, vous avez parlé donc de la comparaison entre l'Italie et la France. Pouvez-vous nous dire le taux des élus de la diaspora qui sont élus, notamment en Italie et contrairement à la France? Merci. Il y a encore une question. Est-ce que vous pouvez venir ici, s'il vous plaît? Je vais faire court. Ah, merci. La première question concernant les MNA, est-ce que vous avez pu voir comment les différents départements ont intervenu sur cette question-là? Donc, voir comment, même si effectivement c'est une compétence obligatoire déléguée par l'État au département, quelles réactions ont eu, comment ils ont pu gérer, et sur la provenance des trois pays, entre la Guinée et le Sénégal, les raisons, en fait, de ces trois pays, notamment la Guinée, parce qu'il y a un questionnement qui s'est fait effectivement sur les jeunes Guinéens qui arrivaient et tout le monde se posait la question, effectivement, de comment. C'est des questions. L'autre question concerne effectivement la question du forum et toute la question qui était évoquée derrière. Est-ce que vous ne considérez pas que la formalisation et la structuration du forum, en fait, c'est plutôt la fin d'un processus qu'un début? Pourquoi je pose cette question-là? Parce que, exactement, de le dire, la prise en compte de ces thématiques-là était faite à partir d'une volonté d'action sociale. Les milieux des années 80, la question des associations de la diaspora intermalienne en Seine-Saint-Denis, où la question s'est posée sur la place effectivement des parents dans l'éducation des enfants, et a émergé à partir de ce moment-là la question des transferts de fonds pour les familles restées au pays. Et à partir de ce moment-là, le dialogue entre l'administration, notamment des directions d'action sociale, s'est progressivement imposé et arrivé, et pas le sens inverse. Parce qu'on oublie souvent de dire que c'est souvent pour une question d'action sociale que la question de l'émergence et structuration et du dialogue entre ces associations et les pouvoirs publics se sont installés, et que le forum est aussi le schéma d'une structuration d'associations ouest-africaines, je dirais, entre guillemets. On est aussi dans ce modèle-là. Et est-ce que vous ne considérez pas que le forum est plutôt arrivé dans une fin d'un processus qui a débuté dans les années 80, où on est arrivé vers la volonté d'avoir un acteur dans un dialogue, et qu'en Italie, les éléments sont un peu plus différents, et que l'entrée ne s'est pas fait forcément sur l'action sociale, elle s'est fait aussi sur
la légitimité que peuvent avoir ces populations vis-à-vis de leur pays d'origine. Merci. Alors, chaque collègue, plein des questions. Je pense qu'on ne pourra pas répondre à tout. Donc, à vous de choisir les priorités, parce qu'on est déjà au-delà du temps imparti. Au moins, le forum, il faut parler. Merci beaucoup pour toutes ces questions. Et merci d'autant plus parce que c'est un travail en cours, comme je l'ai dit, donc j'ai besoin de l'approfondir, donc c'est très bien. Rapidement, la disparition du co-développement en France, comment, pourquoi ? C'est un constat que je fais, c'est-à-dire que c'est un terme qui reste mobilisé dans les pratiques associatives d'associations de migrants, dans un sens descriptif, qui veut dire on mène une action de développement qu'on va appeler une action de co-développement parce qu'elle articule migration et développement. Dans le discours politique, j'observe que ce terme a disparu. Alors, je vais faire une hypothèse rapide, qui est que c'est parce que le langage de l'action publique évolue en fonction aussi des politiques publiques, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il s'agit de donner l'impression qu'on propose une nouvelle politique, on construit aussi avec un langage qui permet de le distinguer et de différencier. Donc, j'ajouterais à ça que le terme co-développement, qui est donc très associé à cette politique du milieu des années 90, n'a jamais eu bonne presse, en réalité, à la fois dans les milieux militants et dans les milieux politiques. Donc, c'était un terme dont le constat que je fais, c'est que, au fond, y compris les partis politiques qui avaient pu s'en saisir dans les 90, ont été heureux de s'en dessaisir et d'aller vers autre chose. Et puis, il y a cette inscription dans ce millefeuille transnational qui fait qu'il est bon aussi d'arriver à s'inscrire dans des discours qui sont ceux de l'échelon européen, de l'échelon international, le langage de l'OIM, celui de l'agenda 2030. Le mot co-développement n'est pas repris par ces organisations. Donc, voilà, pour qu'une politique publique nationale existe et puisse être montrée comme un cas d'école, etc., présentée comme une bonne pratique, il faut aussi qu'elle soit entendue par les autres pays. Et donc, à ce moment-là, le co-développement n'est plus trop possible. Il y a eu une question assez intéressante et assez globale, en fait, sur, si j'ai bien compris, comment représenter les diasporas, quelle forme de représentation et comment est-ce qu'on peut articuler à la fois les instances diasporiques et puis les élus des minorités et puis les élus locaux. Et peut-être que j'ai mal compris la question. Je dirais que là, je n'ai pas du tout pris le temps de le dire à l'oral dans cette communication, mais bien évidemment que derrière l'expression représentation politique, il y a toute une série de formes de représentation. La question, c'est de représenter qui ? Pour qui? Donc, est-ce qu'on parle de représentation élective, électorale? Est-ce qu'on parle de représentation dans la sphère professionnelle? Est-ce qu'on parle de représentation syndicale? Représentation associative? Voilà. Et donc, dans le cas que j'étudiais là, on était vraiment dans la question de représentation associative dans le champ très singulier des politiques de coopération au développement. Mais bien évidemment que ça s'articule directement avec d'autres formes de représentation. Et c'est quelque chose que j'essaie de travailler dans ce projet qui n'est pas fini. Mais cette enquête auprès des leaders associatifs migrants en France et en Italie me conduit aussi à les interroger sur toutes les formes de représentation qu'ils expérimentent et dont ils ont l'expérience pour essayer de voir bien les combinaisons, parce que bien évidemment qu'il y a des combinaisons. Et je rejoindrai du coup, comment dire, dans ma réponse, je répondrai aussi du coup à votre interrogation. Les élus en Italie par rapport à la France, alors les élus afro-descendants, ils sont très peu nombreux. Il y en a à l'échelon local. En revanche, ils sont très mobilisés, en tout cas pour ce que j'ai pu en voir. Donc, je n'ai pas de chiffres en tête que je pourrais vous donner, mais il y a deux choses qui sont importantes. La première, c'est la jeunesse, le caractère récent de l'immigration, d'installation en Italie des populations africaines, subsahariennes, ça c'est un, mais surtout la difficulté de l'accès à la citoyenneté. Et donc, parmi les militants auprès de qui moi j'enquête, je rencontre beaucoup de personnes qui sont très mobilisées dans le champ politique pour l'accès à la citoyenneté, donc pouvoir voter et à terme aussi, pourquoi pas, s'engager en politique, mais le frein dans l'accès à la citoyenneté freine aussi, enfin voilà, oui, le frein freine la possibilité de candidater et d'être élu. Donc voilà, peut-être juste un élément là-dessus, mais qui ne répond pas directement à votre question. Et je finirai sur le forum. Est-ce que le forum n'est pas la fin d'un processus? Je dirais que j'ai tenté dans ma thèse de 680 pages de
parler de ça. Donc, je vous propose qu'on discute, je ne sais pas où vous êtes exactement, voilà, à grand plaisir à l'issue de ce moment. Et la question qui a été posée en ligne sur quelle forme de représentation, quel type de financement, est-ce que c'est suffisant? Ben, je vous dirais que non, hein, moi, je suis bien d'accord avec vous, ce n'est pas du tout suffisant. Et qu'est-ce qu'il faudrait faire pour que les actions soient plus visibles? Je dirais que je ne suis qu'une chercheuse et que ça, malheureusement, ce n'est pas de ma compétence. Merci beaucoup. 5 minutes. Tu as tout fait en 5 minutes. Maintenant, en 5 minutes. Je disais qu'on peut avoir accès à votre thèse. Je prends dans l'ordre du parcours migratoire. Donc, la question peut-être sur les raisons du départ. Les raisons du départ, elles sont vraiment multiples. Hein. On a vu dans les témoignages, et puis il y a Magno qui a travaillé évidemment sur la MENA, donc on le voit dans tous les travaux de chercheurs. Il y a la raison d'éducation et de la scolarité. Ok, c'était juste pour ajouter sur le temps long, donc ce que montrait Elodie Razzi, et ce que moi-même j'ai vu, puisque j'ai travaillé pendant presque 10 ans sur les Sénégalais de Bordeaux qui ont travaillé chez Ford ou chez Lu, qui au moment de la retraite font les allers-retours entre Mbour, Dakar, Saint-Louis, etc. Donc avec toutes les questions qui ont été traitées là, donc j'avais abordé par le vieillissement, là j'aborde par la question d'être jeune et comment le vit-on, et en fait il y a la notion d'aventure aussi, je crois, qui est l'idée de circuler. On a eu des réflexions pendant cette journée d'études sur pourquoi devrait-on justifier des déplacements du sud au nord, et alors que nous, on ne nous demande pas pourquoi on se déplace quand on va dans un autre pays pour faire ceci ou cela. Donc, dans tous les entretiens que j'ai pu faire, en partant du Sahel et en partant de la région, par exemple, de Touba, des jeunes ou des plus âgés qui racontent comment partir, ou même de la Casamance, ça fait partie d'une émancipation, du devenir aîné, ne pas rester un cadet éternel, parce que ça pose ces questions là aussi, je crois, au-delà de l'accès à l'éducation, mais ça fait partie d'un parcours migratoire. J'ai aussi travaillé sur les élites malgaches qui viennent de Tananarive à Bordeaux, et on retrouve ce type de processus, c'est-à-dire cette idée du voyage pour grandir, pour devenir quelqu'un. Et j'ai aussi pu, puisque j'ai rencontré une famille d'un jeune MENA de Bordeaux à Dakar, et qui a bien justifié aussi le fait qu'il n'y avait pas d'avenir dans le mariage, pas d'avenir parce que pas d'emploi, parce que en fait une situation bloquée qui amène aussi à se déplacer pour devenir quelqu'un. Mais ce que je trouvais aussi intéressant dans ce qu'on a vu dans la journée d'études, ce qu'avait rappelé Isabelle la dernière fois, c'est que c'était souvent des migrations sud-sud. D'abord, on migre dans le pays voisin avant d'arriver en Europe, et on voit aussi comment les conditions en Libye, par exemple, provoquent la prise de bateaux, la prise de risque jusqu'à la mort. Mais on voit la même chose sur les frontières, la frontière en Espagne, pour franchir à Melilla la frontière. Donc on voit bien aussi comment c'est co-construit dans des histoires, je dirais, familiales, de construction de soi, des contraintes économiques, et puis des obligations presque de mort, parce que sinon on se fait tirer dessus, etc. Donc je pense que c'est très compliqué, en fait, les raisons du départ. Et de l'arrivée plutôt en Europe. La question sur les différences entre les départements, en fait, les chiffres, enfin les cartes plutôt, et les graphiques que je vous ai présentés au début, c'est pas nous qui les avons faites, hein, elles émanent de la mission MNA du ministère de la Justice. Donc ça, c'est eux, hein, le ministère de la Justice publie un rapport annuel, comme fait l'OFPRA pour les demandeurs d'asile. Donc ce rapport, il est disponible en ligne, hein, tout le monde peut le consulter. Et donc c'est des enquêtes, hein, auprès des départements qui font remonter leurs données. Après, sur des choses plus récentes, parce que là, on n'a pas de chiffres très récents, disons que tout ça, la situation évolue très vite, et on n'a pas de chiffres depuis ces 2 dernières années, depuis la période du Covid, en fait. Et nous, sur le terrain, on travaille évidemment auprès des acteurs associatifs notamment, des acteurs du département aussi. Donc on a des remontées aussi du terrain, par exemple sur les taux de reconnaissance, là en Gironde en 2019, il nous est remonté de la part du département, et les réseaux associatifs l'ont confirmé aussi, ils avaient eu les mêmes chiffres, que seulement 16% des jeunes auraient été reconnus MNA à l'issue de leur évaluation en 2019 en Gironde. Donc c'est très peu, hein, 16%. Il y a des départements, alors il y a eu des rapports aussi, alors il y a le rapport MNA du ministère de la Justice, mais il y a d'autres rapports aussi qui ont eu lieu, notamment il y a eu un rapport du Césaire
Donc le Conseil économique, social et environnemental en 2017 qui concerne toute la Nouvelle-Aquitaine. Il y a des rapports parlementaires aussi ponctuels qui nous offrent des données aussi. Alors on n'a pas des données qu'on peut comparer tous les ans, mais on a quand même des données qui nous arrivent depuis 2013-2014 et on peut quand même essayer de comparer des chiffres quand même. Et il y a notamment il y a quelques années un rapport national qui nous montrait qu'il y a quelques départements qui reconnaissaient à 100% le statut aux jeunes qui le demandaient. Ça, ils étaient très rares, hein, un ou deux départements. Et puis d'autres qui, comme le département de la Gironde ou d'autres en France, sont très très restrictifs au contraire. Et juste sur la réussite par rapport à l'insertion scolaire, en fait, il faudrait s'entendre sur le mot de réussite. Déjà, qu'est-ce que c'est qu'une réussite scolaire? Est-ce que c'est le fait d'obtenir un diplôme? Est-ce que c'est le fait d'obtenir un emploi à l'issue de ce diplôme? Bon, il y aurait plein de questions, hein. Mais en tout cas, tout ça pour dire qu'il n'y a pas du tout il n'y a pas de données statistiques en fait sur les débouchés professionnels, si c'était peut-être ça votre question, en termes d'accès des diplômes et d'obtention du diplôme, et en termes de débouchés professionnels, il n'y a aucune statistique. Peut-être il y en a au niveau des départements, mais on a du mal à entrer en dialogue avec les départements parfois, même pour consulter leurs propres données. Donc c'est assez compliqué. Après nous, les seules données auxquelles on pourra avoir accès, c'est uniquement des données qualitatives auprès des associations ou des jeunes qu'on rencontre, mais qui ne sont pas du tout des données exhaustives. Donc ces jeunes, ils obtiennent des diplômes quand même. Lorsqu'ils sont scolarisés, ils obtiennent des diplômes, ils vont jusqu'au bout de leur formation, ils obtiennent des diplômes et des contrats de travail. Par contre, ce qu'ils n'obtiennent pas, c'est le titre de séjour. Même s'ils ont une promesse d'embauche, même s'ils ont un diplôme, ils n'obtiennent pas et de moins en moins, ils obtiennent des titres de séjour. Merci beaucoup. Pour terminer, donc Vincent et Ibrahima, en essayant de rester bref, comme ça après on passe la parole au panel suivant. Merci beaucoup pour cette question pertinente. Par rapport aux relations entre l'association et nos représentations diplomatiques, on dirait que on a de très bons rapports, de temps en temps aussi, dans le cadre de nos recherches, les rapports il y a eu des heurts entre les étudiants et les représentations diplomatiques, parce que si vous vous rappelez, en 2011, lorsqu'il y avait des émeutes du M23, 23 juin au niveau de Dakar, parce que le président de Ouad voulait briguer un troisième mandat, le M23 au niveau du Sénégal, il y avait des manifestations. Également au niveau de la diaspora, les étudiants ne sont pas restés, on construit un groupe dénommé M23 version diaspora de Bordeaux. Et depuis lors, il y avait des rapports, relations heurtées entre les représentations diplomatiques au niveau de Bordeaux et les étudiants. Et depuis lors, l'association est restée en léthargie et elle a ressuscité vers le 2008 et 2009. Et avec l'arrivée de Abdrahmane Koïta, il y a eu de très bonnes relations avec les étudiants. Et actuellement, au niveau de Paris, donc au sein de la représentation diplomatique, au sein même de cette représentation, il y a un secrétaire, le service de gestion des étudiants sénégalais à l'étranger. Donc, un service qui est certes basé à Paris, mais qui gère tous les dossiers d'étudiants sénégalais basés à l'étranger, que ce soit au Canada, aux États-Unis ou partout dans le monde. Donc, ce qui est d'ailleurs suffisant. C'est pour ça que nous profitons de ce panel pour lancer un appel aux représentations diplomatiques que dans le cadre de leur coopération, de ne pas oublier les étudiants, parce qu'on parle de diaspora. Ils ont parlé tout à l'heure de relève. Les étudiants seront la relève de demain pour assurer cette dynamique de coopération. Continue. Je vais terminer par la dernière question qui nous a été posée, à savoir si nous avons mené une analyse genrée qui permet de savoir la proportion des femmes et s'il y a des particularités qui émergent. Non, malheureusement, on n'a pas fait ce genre d'analyse pour la simple et bonne raison que nous n'avons pas suffisamment d'étudiants qui ont répondu à notre questionnaire, seulement 25. Donc, on peut pas vraiment, il n'y a pas grand-chose qui puisse ressortir sur cette question, mais toutefois, c'est une perspective qui est intéressante qu'on pourrait développer ultérieurement. Voilà, merci.